C'est parti. Ok. Alors, bonjour à tous, ou rebonjour ici, bonjour aux gens qui nous suivent à Paris. Pour moi, c'est un dispositif un peu inhabituel. S'adresser à la fois à la salle et à des gens qui sont à l'extérieur. Je voulais d'abord remercier Alexander de son invitation qui faisait suite à la perche que j'avais tendue sur un sujet qui me paraissait intéressant au regard de ce que moi j'ai pu voir dans les dossiers et d'un certain nombre de manques, ce qui m'a semblé être des manques de la part d'entrepreneurs. Alors, pas seulement de la part de start-up ou des gens, mais y compris de sociétés bien structurées qui, sur des projets autour de la donnée, me paraissaient manquer de vision sur les aspects juridiques. Alors, je me suis pas mal concentré sur les projets autour de la donnée, en élargissant un petit peu sur d'autres types de création numérique, donc algorithmes, savoir-faire, mais je ne vais pas pouvoir traiter tout, je vais vraiment donner un aperçu, mais je me concentre autour de la donnée et ce qu'il y a autour de ça, pas toutes les créations numériques. En revanche, n'hésitez pas dans l'interaction à me pousser sur tel ou tel sujet. Alors, autour de la donnée, c'est vrai que l'année, les 18 derniers mois ont été très largement consacrés, à juste titre d'ailleurs, au RGPD, donc à la dimension données personnelles, au point d'arriver presque à une forme d'indigestion. Voilà, donc j'ai participé moi-même, j'ai fait pas mal de conférences sur le sujet, un livre blanc, voilà. Mais aujourd'hui, je voulais me concentrer sur un autre aspect de la donnée, sous la dimension asset, et voir comment on peut appréhender la donnée en tant qu'asset et essayer de s'y retrouver dans quelque chose qui m'apparaît aujourd'hui dans les textes, ou en tout cas dans l'univers de protection de la donnée, comme quelque chose d'assez chaotique. Et je voulais pouvoir vous en donner une vision. Alors, je n'ai pas prévu énormément de slides, mais mon objectif c'était de résumer à peu près tout là-dedans. Alors ça va rester très schématique, sans doute simplificateur, trop simplifié pour vous, mais j'ai voulu dresser un schéma général d'un projet de big data en général, et de façon à pouvoir vous donner une vision globale des actifs sous-jacents à ça et comment protéger la donnée. Donc j'ai retracé le schéma à partir d'une phase de collecte de données jusqu'à une phase de business intelligence, en décrivant la différentes formes de collecte de données assez variables. Je pourrais bien sûr vous transmettre le PowerPoint, il n'y a pas de difficulté. Voilà, j'ai décrit ici les différents modes de collecte de données avec de la production, de l'autoproduction de données par l'activité propre, des données qui peuvent venir de l'open data, de données libres, de données qui peuvent provenir de différents partenaires dans le cadre d'accords contractuels. Et puis, j'ai visé par exemple ce qui peut être du scrapping, donc aller chercher de la donnée à différents endroits sur le web. À ce sujet-là, au passage, la réglementation sur le scrapping dans les différents pays, sur les différents territoires, n'est pas tout à fait le même. On a plutôt plus de facilité à faire du scrapping en France. Par exemple, aux États-Unis, c'est plus facilement constitutif d'une atteinte au copyright des sites. Donc, il faut, quand on procède de cette façon, faire attention. Alors après, on a des façons d'extraire la donnée publique, de la donnée sur les réseaux sociaux, on a différentes façons. Donc, c'est quelque chose qu'il faut examiner au cas par cas, mais ce n'était pas tout à fait ici mon sujet, je le dis simplement au passage. Pour moi, en tout cas dans ce que je vois, dans un schéma classique de projet de Big Data, avant d'arriver à la phase
ici centrale qui va nous intéresser, qui est la constitution de base de données. On a généralement une étape intermédiaire de premier enrichissement de la donnée à partir de la donnée brute, enrichissement au sens le plus large du terme, enfin valorisation de la donnée. Bien sûr, la nettoyer pour l'épurer d'un certain nombre de biais liés à la collecte de données. Alors ce nettoyage, il est aussi largement dépendant de la connaissance métier sur ces données pour pouvoir supprimer des valeurs limites, des valeurs qui paraissent en fonction du mode de collecte pas cohérentes. Ce nettoyage, il va avec l'aspect de faire correspondre de la donnée et faire de la fiabilisation de ces données en la confrontant à d'autres données d'ores et déjà disponibles. Donc c'est l'aspect de cross-checking. Et puis l'enrichissement de la donnée avec d'autres données supplémentaires ou complémentaires qui vont venir alimenter la donnée entrante pour la compléter. Voilà. Donc ça c'est l'aspect Data Factory. Après la collecte, donc on travaille la donnée, mais on a encore que de la donnée non structurée à ce stade-là. Ce que l'on peut voir quand même, c'est que cette phase-là représente du travail. Je parlerai ensuite, ça c'est mon aspect juridique des choses, représente du travail, mais représente aussi de l'investissement. Investissement humain, matériel, financier, pour acquérir de la donnée, par exemple, auprès de partenaires. Alors, c'est pas forcément de la monnaie selon tes trébuchantes, ça peut être des échanges de données. Mais cette phase-là de constitution de jeux de données à la fois suffisamment large en termes de volume et qualitatif fiabilisé représente évidemment des investissements potentiellement qui sont les plus lourds par rapport aux phases ultérieures. Et on sait que le succès de tout projet de Big Data ou projet industriel en général fondé sur la donnée repose très largement sur la qualité de ce qui se fait là, voire ici, c'est très, très dépendant au cas par cas. Une fois qu'on est dans cette phase-là, on va ensuite structurer, généralement, je vous parle de ce que je constate, structurer ces données dans des bases de données. Voilà. On peut avoir une seule base de données, mais enfin, généralement, on a plusieurs bases qui vont communiquer entre elles. J'ai représenté ici sous forme d'engrenage quelque chose de très générique qui va être à la fois la façon de faire communiquer les bases entre elles, qui va potentiellement caractériser des liens relationnels, qui va potentiellement caractériser des algorithmes sur la façon de communiquer entre les bases de données. Et on a ici ce que j'ai représenté, un ensemble, une base de données ou un ensemble de bases de données qui peuvent fonctionner ensemble. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il faudra bien distinguer le contenu de la base de données, la série d'informations de données qu'elle contient, de sa structure, son architecture générale, et la distinguer des outils que l'on va utiliser pour faire fonctionner les bases de données, soit vraiment à l'intérieur de la base, soit les outils qui sont à l'extérieur de la base et qui vont venir interroger ces bases pour la faire fonctionner, extraire de l'information, l'exploiter et en faire des rapports sous une forme ou sous une autre, enfin une exploitation et la communiquer à l'utilisateur final sous la forme d'une IHM. Donc là, j'ai élargi un petit peu le sujet au-delà de la base de données à d'autres outils. Est-ce que sur ce schéma vraiment ultra simple, c'est des choses qui vous parlent, qui renvoient à quelque chose qui vous est commun? Une fois qu'on a dit ça, au plan purement descriptif, pour l'instant, je n'ai pas fait du tout de droit. C'est intéressant d'essayer de qualifier juridiquement les choses et d'essayer de cerner les problématiques juridiques. Au fond, c'est simple. Pour la première phase, je vous disais tout à l'heure, par exemple, quand on travaille avec des partenaires ou quand cette collecte de données n'est pas le fruit d'une appréhension ou d'une
production, d'une autoproduction de la donnée. Quand on travaille avec des partenaires, le premier réflexe, c'est la contractualisation. Alors, je vais essayer d'aller. La contractualisation. Des données que l'on acquiert sous une forme ou sous une autre, et je prends le terme d'acquisition au sens le plus large du terme, on parle souvent de propriété des données. On dit dans les conventions, voilà, on va définir qui est propriétaire de la donnée. En fait, c'est un terme qui est juridiquement impropre. Une information n'est pas appropriable en tant que telle. Ce n'est pas un objet de droit de propriété. Le code civil ou n'importe quel autre code, le code de la propriété intellectuelle, ne définit pas une information comme un objet de propriété au sens d'un droit réel. Une information, elle va se protéger par l'étendue de la confidentialité qu'on va lui assurer, en disant je ne la divulgue pas à tout le monde, donc on la garde dans un cercle restreint entre les personnes qui sont parties au contrat et les personnes que le contrat désigne. On organise un périmètre de secret entre les parties et potentiellement, si on veut aller plus loin dans le degré d'appropriation sans être une propriété au sens juridique strict, par des exclusivités ou des non-exclusivités. Donc on définit ensuite le périmètre des usages qui sont possibles. On dit, je vous concède ces données à vous, rien qu'à vous, en tout cas pour le territoire français, pour le territoire européen, pour le territoire qu'on a défini, éventuellement en définissant des finalités d'exploitation de ces données. On retrouve un petit peu des logiques liées au RGPD. En tout cas, on organise dans le contrat, et en dehors du contrat, on n'arrivera pas à définir une forme de propriété directe de ces données. C'est de façon indirecte à travers le contrat que dans la confidentialité, l'exclusivité, l'étendue des droits. Est-ce que je donne le droit simplement d'utiliser ces données, de les visualiser? Est-ce que je donne le droit de les incrémenter dans un ensemble plus vaste, éventuellement de les intégrer dans des bases de données, de les transformer sous une forme ou sous une autre? Bref, c'est tout ça qu'il faut pouvoir définir dans ces accords au moment de la collecte de données. Et à travers ça, on arrive déjà à maîtriser sa donnée. La donnée entrante, bien sûr, mais on aura le même schéma. Schéma pour la donnée sortante, si on ne l'a pas particulièrement structurée. Donc, les données, l'organisation, la circulation juridique des données, c'est essentiellement par le contrat et par des dispositions autour de la confidentialité et de l'exclusivité que ça se maîtrise. C'est pas la peine de parler de droit de propriété intellectuelle propre directement à la donnée. Voilà pour le premier aspect. Je vais faire des allers-retours permanents entre mon schéma pour rester bien visuel et les explications plus littérales. Voilà. Donc, aspect collecte. Alors, dans la collecte, on a des aspects qui ne sont pas du tout finalement juridiquement organisés. Je parlais tout à l'heure du scrapping. On n'a pas de dimension contractuelle, on a une problématique de copyright. Voilà. Sur l'open data, il faut parfois faire attention. La donnée peut être ouverte et pour autant donner lieu à une contractualisation. Il faut examiner les conditions de licence de ces données, parce que ça reste bien de la licence de données. Toute cette phase de Data Factory, où on n'a encore que de la donnée qui n'est pas encore structurée. Comment qualifier tout ce travail qui commence déjà à valoriser, à créer un asset, et en tout cas augmente la valeur de la donnée. Alors, là non plus, il n'y a pas encore véritablement de droit de propriété intellectuelle au sens de droit réel. Je ne sais pas si ça vous parle quand je parle de droit réel. Quand je parle de droit réel, c'est par opposition à un droit personnel. Un droit personnel, c'est une obligation, un rapport contractuel que j'ai avec quelqu'un.
Un droit réel, c'est un objet de propriété identifié, et en matière immatérielle, des droits réels, ça va être le brevet, les marques, les dessins et modèles, le droit d'auteur, bref, une appropriation avec un monopole d'exploitation, un droit de jouissance exclusif, qui se dépose ou pas auprès de l'INPI, mais qui est reconnu comme tel. Dans cette phase-là, en fait, on n'a pas encore vraiment de droit de propriété intellectuelle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de valeur, et donc qu'il n'y a pas de protection. Il y a quand même une protection. En fait, tout ça, c'est au fond des méthodes, des procédés techniques, une suite de règles qu'on a définies, qui peuvent constituer des algorithmes ou pas, mais c'est une suite de règles. Qui procure un avantage économique, c'est-à-dire que celui qui a la connaissance de cette façon de procéder, d'enrichir la donnée, de la fiabiliser, de l'augmenter d'une façon ou d'une autre, possède un avantage économique, et évidemment, il veut éviter que des tiers se les approprient sans lui demander. Alors, bien que ce ne soit pas des droits de propriété intellectuelle au sens strict, en réalité, c'est protégé sous l'angle du savoir-faire. Un savoir-faire, c'est protégé indirectement par le type d'action qu'on appelle une action en concurrence déloyale, plus exactement le type du parasitisme. En termes de parasitisme, je veux bien dire ce qui est assez explicite. Parasitisme, c'est se placer dans le sillage de quelqu'un pour profiter de la valeur économique qu'il a créée sans faire les dépenses correspondantes à l'acquisition de ce savoir-faire. Action en concurrence déloyale. Donc je ne suis pas propriétaire d'un actif directement, mais quelqu'un qui me cause un dommage parce qu'il a capté indûment ma valeur économique, je peux agir contre lui et lui reprocher d'avoir profité de cette valeur économique. Et comme j'ai créé quelque chose qui a une valeur économique, eh bien, de façon un peu symétrique avec la donnée brute que j'ai exposée tout à l'heure, je peux aussi la concéder en licence à quelqu'un, dans un contrat. Je dis, voilà ce que j'ai créé. J'ai créé un algorithme, une méthode pour nettoyer la donnée. Je procède de telle façon, j'enlève tel type de valeur, je fais tel type de redressement dans mes valeurs brutes, j'applique tel type de modélisation à mes données que j'ai calculé de telle et telle façon liée à mon expérience métier, que dans tel environnement, il faut que je procède de telle façon. Ces connaissances que j'ai acquises, j'accepte de vous les divulguer. J'accepte de vous les divulguer à vous, exclusivement à vous ou pas exclusivement à vous, mais je vous en donne un droit d'usage, une licence. Potentiellement, je vous donne le droit d'améliorer ces connaissances et peut-être que dans le contrat, je vais dire que ces connaissances, si vous les améliorez, bah, vous devez vous-même me faire profiter de ces améliorations, mais ce n'est toujours pas, au sens juridique du terme, un droit de propriété intellectuelle. Ça en devient indirectement à partir du moment où je peux le transférer par le contrat, où je peux le protéger et empêcher à mon contractant d'en faire un usage qui n'est pas celui que je souhaite, que je peux lui empêcher de le divulguer auprès des tiers, que je peux lui concéder une étendue de droits. Donc de fait, ça devient des droits, mais ce ne sont pas des droits qui se déposent ou qui sont protégés directement par un droit de propriété. Alors, les conditions pour que ce type de connaissance, au sens large, puisse être reconnu dans une action au titre du parasitisme, ou que ça puisse être transmis dans le cadre d'un contrat, les conditions qui sont posées habituellement par la jurisprudence et désormais par les règles sur le secret des affaires. Vous avez peut-être entendu parler de la directive sur le secret des affaires qui a été transposée
en droit français, nouveaux articles 151-1 et suivants du Code de commerce. Mais au fond, la consistance d'un savoir-faire, c'est connu depuis assez longtemps. Il faut que ces connaissances soient substantielles, qu'elles soient secrètes et qu'elles soient identifiées. Substantielle, ça veut dire quelque chose qui n'est pas banal, qui n'est pas insignifiant. C'est pas nécessairement une condition d'originalité absolue. On peut avoir quelque chose qui est en partie connu et qui, par la combinaison de différents procédés, va devenir quelque chose d'un peu nouveau, suffisamment original et en tout cas qui a de la substance. Pour qu'on puisse reconnaître une certaine forme de protection indirecte à travers la notion de parasitisme, il faut que ces connaissances, ce savoir-faire soient secrets. D'où l'importance dans le contrat de bien prévoir des clauses de confidentialité qui définissent le périmètre de la confidentialité de ce savoir-faire. On organise, on diffuse, on donne une licence d'usage de ce savoir-faire aux personnes avec lesquelles on contracte. Il faut qu'il soit identifié. Évidemment, on ne peut pas parler de savoir-faire de façon très générique si on n'est pas capable de savoir à quoi ça renvoie très précisément. Ce qui veut dire que dans la logique d'élaboration d'assets dans le cadre de l'entreprise, de la valorisation de l'entreprise, y compris pour des levées de fonds ultérieures, pour pouvoir contracter et transmettre ça dans le cadre d'un contrat, il est absolument indispensable d'être en capacité de décrire les éléments de son savoir-faire. À partir du moment où on a mis au point des règles, des séries de règles, on ne pense pas toujours à documenter les choses. Au demeurant, c'est quand même un élément de bonne gestion à l'intérieur d'une entreprise, c'est que une personne peut partir, elle est susceptible de partir à un moment donné, il peut y avoir des accidents de la vie, des choses comme ça. Donc documenter, c'est évidemment fondamental et c'est ça qui va permettre de cristalliser, de sédimenter la connaissance à travers un véritable support. Donc, au fond, ce savoir-faire, j'aurais peut-être dû faire le schéma à rebours, mais c'est peut-être l'actif sur lequel je voulais insister, actif un peu indirect, sur lequel je voulais insister, qui est sans doute le moins visible, le plus protéiforme, mais qui est sans doute le plus dense, le plus réel, celui qui est au fond le plus fiable dans les projets de Big Data et qui est le plus pérenne. Parce qu'au fond, c'est l'ensemble des méthodes de valorisation de la donnée. Soit qu'on soit très en amont au stade de la collecte de données, soit qu'on soit plus en aval dans le stade de gestion des relations à l'intérieur des bases de données. Et en particulier des algorithmes, des liens relationnels, de la façon dont on va faire communiquer les données entre elles, dont on va faire vivre la donnée. Au fond, moi, ce que j'observe, et pour avoir vu sinon des échecs, en tout cas, ce qui m'a paru être des erreurs de la part d'opérateurs économiques, encore une fois, je le disais en introduction, de gens assez puissants, assez costauds, peut-être trop centrés sur du capitalisme historique, traditionnel, de gens qui n'ont pas suffisamment bien vu où était la valeur, qui sont concentrés beaucoup sur la donnée, brute ou structurée, mais qui ont moins vu que ces actifs étaient des actifs un peu évanescents, éphémères, qui avaient des durées de vie qui étaient potentiellement limitées, et qu'au fond, une part très importante de la valeur se situe dans la façon de valoriser en amont cette donnée, dans la façon de la construire, de la fabriquer, ce qui permet dans l'actualisation de recollecter de la donnée et de continuer à la faire vivre, de ne pas rester assis sur une rente de données qui serait figée à un instant donné, donc à ce stade-là, et puis ensuite de la faire vivre ensuite dans la façon d'exploiter, de faire communiquer les données à l'intérieur des bases. Donc cet aspect-là de savoir-faire, il est tout à fait fondamental et il a donc cette particularité de n'être pas un droit à part entière reconnu par le Code de la propriété intellectuelle, mais un droit qu'il faut écrire, protéger dans les contrats
par des accords de confidentialité et qu'il faut protéger dans les faits pour éviter que ce savoir-faire ne parte malgré soi. Alors, au-delà de... Et donc, je disais, l'une des conditions, c'est que ce savoir-faire reste secret, non divulgué. On a certes les divulgations volontaires que l'on peut, ces savoir-faire qu'on peut transmettre en faisant pas attention de ne pas faire signer des accords de confidentialité. On a aussi les divulgations involontaires de tiers, alors sans parler, mais on sait bien que c'est un vrai sujet en soi, de cybercriminalité ou d'introduction dans un système d'information, hein, ce qui c'est quand même pas rare, et ben on a les phénomènes que moi je vois régulièrement en tout cas, qui sont des salariés qui partent avec des données, des salariés ou d'ailleurs des associés de la structure. À partir du moment où il y a une mésentente, il y a des gens qui choisissent de partir. C'est tellement facile à partir du moment où les éléments sont sur support numérique. Alors je suis un petit peu contradictoire parce que tout à l'heure je vous ai dit il faut pouvoir documenter ça pour pouvoir le valoriser à un moment donné. Le documenter, c'est aussi prendre le risque, s'exposer que ces connaissances partent dans la nature. L'un n'empêche pas l'autre en fait. Il faut pouvoir le documenter parce que sinon le savoir-faire n'existe pas vraiment et il faut le protéger, il faut prendre des moyens pour faire en sorte que les gens ne soient pas en capacité de partir avec ces données. Donc c'est faire en sorte de le verrouiller, en tout cas d'assurer une traçabilité de cette documentation, de ces connaissances pour le moment venu dissuader les gens ou en tout cas de savoir assez vite qui a pu partir avec ces données ou se réintroduire dans le système d'information. Oui, Flavie. Comme vous voulez. Question rapide, sur comment documenter justement c'est acté concrètement. De toute façon, sur quel support documenter savoir-faire Au fond, assez simple, peu importe. Ça peut être sur un document Word qui va expliquer une vision des choses et qui va décrire les procédés. Alors bon, je suis très, très général. Est-ce que vous avez un exemple Oui, d'accord. Donc on a un document de 20 pages qui décrit en effet l'innovation, l'algorithme, tout le travail. Et comment on le protège ces documents? Parce que je pars avec, vous disiez qu'il faut assurer la traçabilité, le suivi, etc. Donc, concrètement, je vois comment on le protège, parce qu'une fois qu'on a fait le document, n'importe qui peut le prendre et partir avec, que ce soit d'un point de vue électronique ou d'un point de vue papier. Oui. C'est sûr, je viens avec les problèmes et pas toujours avec les solutions. C'est à chacun de pouvoir construire ces solutions. Bon, il y a des laboratoires comme on fait sur d'autres, par exemple avant du brevet, c'est la même approche ou est-ce que c'est justement sur la partie numérique, un autre support? Parce que de mettre un document Word, il y a beaucoup de documents Word, maintenant montrer un savoir-faire sur un document Word pour après potentiellement dire ça vient de... C'est compliqué, c'est une action en place. Comment quel laboratoire, on peut aller voir un notaire, on a quelque chose qui est rédigé, on sait que c'est un peu carré, après on peut aller au brevet, c'est un peu formel maintenant sur la partie data. Oui, alors il y a d'abord authentifier au fond d'une façon ou d'une autre l'origine et pouvoir dater ce document. Parce qu'au fond, on peut avoir potentiellement un conflit entre créateurs de ces savoir-faire. Si à un instant donné, on a besoin de dater le truc, bon, d'abord, on peut avoir dans les systèmes d'information des façons, des repères. C'est quand même pas très très facile de, me semble-t-il, de faire modifier les dates de la part de tiers qui viendraient altérer la date de création d'un document et de ses différentes évolutions. Mais si on veut l'authentifier de façon très claire, ça peut être huissier, ça peut être notaire, ça peut être auprès de l'INPI sous forme d'enveloppe solo ou ce genre de choses. En tout cas, n'importe quel procédé de datation est utile. Le plus souvent, c'est pas la problématique principale, c'est effectivement éviter que les gens partent avec. Bon, on peut limiter le nombre de personnes qui ont accès à ce document, le verrouiller, mais très simplement, le verrouiller par un mot de passe. C'est simple, avec un mot de passe qui a un degré de qualité suffisant. Et ensuite, on peut avoir des techniques assez simples.
Traditionnellement, c'est par exemple mettre des petites erreurs, des petites coquilles à l'intérieur du document, qui fait que quand on le retrouve ailleurs, on arrive au fond, à travers une coquille, comme c'était une balise, à traquer le document. Maintenant, je pense que techniquement, je ne suis pas suffisamment habile là-dessus, mais techniquement, je pense qu'il y a des moyens de suivre la traçabilité du document dans sa circulation. Voilà, une technique assez simple, c'est d'introduire des coquilles caractéristiques ou des éléments assez caractéristiques dans votre document. Et quand on va aller le rechercher, quand on suspecte quelqu'un d'avoir embarqué ces documents, on a des moyens procéduraux d'aller faire des investigations qui peuvent être un peu lourds chez ces personnes. On va définir les mots-clés qui sont caractéristiques de votre savoir-faire, et à travers ces mots-clés caractéristiques, là, on arrivera à retrouver si les gens possèdent ces documents. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il faut comprendre sur un contrat, en premier, NDA, copyright, c'est clair, il y a des enregistrements de marque. Après, sur la partie droit, c'est clair. Par contre, sur la partie savoir-faire, pour moi, c'est encore un peu flou sur comment bien protéger. Parce que ce soit le risque que ça parte en interne, ça c'est pour notre histoire, mais comment valoriser et comment sécuriser ce savoir-faire en interne. Peut-être que vous l'avez dit, c'est peut-être en écrivant de façon un document Word qu'on montre au notaire, peut-être que c'est la façon de faire. C'est juste pour comprendre. Ça va juste vous permettre de donner une date certaine au contenu de votre connaissance. Et il n'y a pas de miracle en interne pour protéger le savoir-faire, c'est malgré tout que l'organisation du périmètre du secret. Et là il n'y a pas de recette miracle. Alors après, on peut quand même dans les contrats de travail, dans les contrats avec les différents collaborateurs, éventuellement avec les sous-traitants, les prestataires, réintroduire des clauses de confidentialité, des choses qui sont un peu sévères, éventuellement avec des clauses pénales qui sont qui peuvent être combinatoires. Donc là, le champ contractuel s'étend autour de ça aussi. Mais matériellement, comment organiser le secret, ça c'est. Là, j'ai pas de recette absolument miracle. Voilà pour la dimension savoir-faire qu'on trouve à différentes étapes. Juste une chose, Claire, excuse-moi. Le savoir-faire, en fait, en général, dans la majorité des cas, il me semble que le savoir-faire n'est pas livré en tant que tel à nos clients. Nos clients vont aboutir, le savoir-faire est utile pour fabriquer quelque chose que l'on va vendre à nos clients. Donc, nos clients ne vont pas avoir accès directement au savoir-faire. Je me trompe. Faut que je répète la question parce que tout à l'heure j'ai oublié de répéter la question. La question de Carole, c'est est-ce que les clients ont accès au savoir-faire ou non? En fait, c'est très variable. Le plus souvent, effectivement, les clients n'ont pas accès directement au savoir-faire. Ils ont accès au service final selon comment le service est délivré, soit que ce soit une délivrance en mode SaaS, typiquement sous cette forme-là, soit que ce soit un produit réalisé matériel, industriel, dans ton cas. Donc, ils n'ont pas toujours accès à ce savoir-faire. Ça, c'est quand c'est le cas, c'est la meilleure forme de protection. On n'a pas besoin de le divulguer, donc on assure le secret dans ce contexte-là. Donc là, est-ce qu'il faut quand même mettre des clauses de confidentialité dans l'hypothèse où le client, je ne sais pas quel miracle, pourrait faire de reverse engineering ou c'est ça, c'est la problématique notamment de reverse engineering, qui fait que les gens peuvent essayer de comprendre ce qu'il en est, et parfois on est un petit peu obligé de révéler à un moment ou à un autre ce savoir-faire. Je prends un exemple. Vous délivrez un service, le client n'a pas accès, type SaaS, très simple. Le client, avec des rapports d'exploitation de données, le client n'a pas accès à tout le savoir-faire en amont, mais il exige, ce qui est assez classique et logique de sa part, une clause de réversibilité à l'issue du contrat. Il veut pouvoir, parce qu'il a alimenté le système avec ses propres données, il veut pouvoir récupérer son service et soit le réinternaliser, soit le confier à un tiers. Et selon comment est rédigée la clause de réversibilité, d'où là encore un enjeu assez fondamental dans la protection des données et des savoir-faire sur le périmètre de ce qu'on va consentir, on est parfois obligé de donner
au moins une partie de son savoir-faire, ne serait-ce que sur des interfaces, sur des modes de communication des données entre elles, donc sans aller très en amont sur le cœur de la construction de la donnée, mais sur la façon dont peuvent communiquer des données ou dont peut communiquer ces bases de données, par exemple pour la donnée privée du client, avec son propre système d'information. Voilà, juste ces aspects-là, qui peuvent être d'ailleurs sous forme logicielle, j'y reviendrai tout à l'heure, on peut être obligé de divulguer ces aspects-là. Donc il y a souvent des moments auxquels on est obligé de révéler au moins en partie ce savoir-faire. Et puis après, il y a la dimension transactionnelle où soit on vend son savoir-faire, auquel cas c'est un peu plus simple. On a des moments où on a dans la dimension financière, de structuration financière, de levée de fonds, où les investisseurs ils ont un petit peu besoin de voir la consistance de ce savoir-faire pour juger de sa qualité. Voilà, où là il faut bien protéger avec des accords de confidentialité, parce qu'il peut y avoir des investisseurs qui viennent voir et puis qui ont une approche un peu prédatrice du sujet. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de se dire comment j'identifie mon savoir-faire, comment je fais en sorte qu'il acquiert une consistance matérielle qui me permette juridiquement de réunir les conditions secret, substantiel, identifié, qui le matérialise alors qu'il est extrêmement protéiforme, et comment je fais ensuite en sorte de le protéger en aval à travers le contrat. Bon, sur cet aspect de savoir-faire, vraiment n'hésitez pas sur vos questions, c'est vraiment la richesse je trouve, de l'exercice. Si on rentre ensuite dans le dur, du cœur, du réacteur de la donnée, une fois qu'elle est structurée. On a une combinaison de droits sur la base de données. Base de données qui peut se traduire sous des formes assez variables. Hein. Ça peut être un simple fichier Excel, c'est déjà potentiellement une base de données. Et évidemment, ça peut être des bases de données un peu plus complexes, évidemment de type SQL, avec des structures extrêmement variables. On a en droit français une combinaison de deux droits qui peut être assez étonnante, qui est le droit sur le contenu des données, hein, la somme des données individuelles, et un droit sur le contenant, l'architecture de la base de données, son agencement. Je vais y revenir. Le contenu des données, c'est ce qu'on appelle le droit sui generis. Sui generis en latin, les juristes aiment bien le latin, c'est de son genre propre, de sa nature propre. En d'autres termes, c'est un droit qui n'est pas du droit d'auteur, qui n'est pas un autre droit de propriété intellectuelle, c'est un droit propre sur les bases de données. Donc quand on parle de droit de propriété intellectuelle sur la base de données, le premier auquel on pense, c'est ce droit sui generis. Lui, il porte sur le contenu des données elles-mêmes. L'architecture de la base, son agencement, les choix qui ont été faits, ça, c'est du droit d'auteur. Droit d'auteur, comme n'importe quel autre auteur, propriété littéraire artistique, mais aussi droit d'auteur qu'on va retrouver dans le domaine du logiciel. Hein, vous avez sans doute ça en tête, c'est que le logiciel se protège sous forme de droit d'auteur. Alors, si on s'intéresse aux conditions de protection des bases de données, la structure de la base, les conditions qui sont... Alors pour le coup, là, c'est un droit de propriété intellectuelle, hein, prévu par le code de la propriété intellectuelle, et qui définit donc cette forme de droit d'auteur un petit peu différente du logiciel, un petit peu différente du droit d'auteur de la propriété littéraire et artistique, et qui dit pour qu'on ait un vrai droit d'auteur sur la structure de la base, c'est-à-dire sur les choix des matières,
c'est des termes du code de la propriété intellectuelle qui ne sont pas très faciles à appréhender. On ne voit pas toujours ce que veut dire concrètement choix ou disposition des matières, mais en d'autres termes, c'est la structure de la base. Suppose une indépendance des informations, des données qui ne soient pas agrégées, qu'on puisse extraire chacune donnée de façon individualisée. Une disposition systématique ou méthodique des données, donc quelque chose d'organisé qui ne soit pas chaotique, et une accessibilité individuelle des informations, ce qui rejoint un peu le critère d'indépendance. Mais le plus fondamental là-dedans, c'est la condition d'originalité. Et pour vous faire un ultra condensé de la jurisprudence, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est qu'on a beaucoup d'exemples dans lesquels on avait manifestement des bases de données, et pour autant, il était jugé que la façon d'agencer et structurer la base de données n'était pas suffisamment originale dans la mesure où la façon de structurer ces bases était imposée de façon fonctionnelle. C'était relativement évident, compte tenu de la nature des données, de les organiser de telle ou telle façon. Donc il faut un choix un peu arbitraire, et c'est là que revient aussi une certaine forme de savoir-faire. C'est-à-dire, on a eu une idée qui n'est pas dictée directement par l'architecture, la nature des données, pour les structurer de telle ou telle façon. Si je suis très abstrait dans mon explication, c'est que en pratique, cette jurisprudence est très imprévisible et extrêmement restrictive. Ce qui veut dire que dans beaucoup de cas, quand on me présente des bases de données, je suis très mal à l'aise pour dire la condition d'originalité est suffisante ou pas. Sachant que ces sujets-là, devant les tribunaux, sont encore relativement récents. C'est-à-dire que autant des bases de données, quand il s'agissait de véritables œuvres littéraires et artistiques, quand il s'agissait de catalogues dans les années 50, 60, 70, on voyait à quoi ça pouvait correspondre. Aujourd'hui, dans l'environnement numérique, c'est beaucoup plus difficile dans une activité beaucoup plus business que la propriété littéraire artistique. C'est plus des recueils d'anthologie comme à l'époque. Donc, la condition d'originalité, aujourd'hui, me semble très inadaptée de la façon dont les juridictions l'appliquent. C'est-à-dire qu'il y a une assez large différence entre ce que disent les textes, qui est très abstrait, et la réalité concrète pour les entreprises pour penser est-ce que j'ai un droit sur la structure de ma base ou non. Dans le doute, quand on estime avoir conçu quelque chose, on fait en sorte de laisser, et c'est ça la vraie préconisation, le vrai conseil, c'est d'essayer dans sa documentation de décrire pourquoi on a fait tel ou tel choix, pourquoi ces choix n'étaient pas nécessairement naturels, pourquoi on a architecturé sous cette forme-là plutôt que sous une autre, pourquoi naturellement on aurait pu faire tel choix et pourquoi on a fait tel autre choix dans la structure de sa base de données. Et puis dans le doute, dans les contraintes, on va évidemment dire et expliquer que les données de sa base font l'objet non seulement d'une protection du contenu des données, mais aussi de l'architecture de cette base sous forme de droit d'auteur. Bien sûr, c'est sous réserve que ce soit reconnu par les tribunaux, mais on va faire en sorte de valoriser et se réserver les droits d'auteur liés à ces créations. Alors, ce droit d'auteur sur l'architecture de la base de données ne suppose pas de dépôt auprès de l'INPI. Des droits d'auteur, comme sur les logiciels, comme en matière de propriété artistique, ces droits, ils existent par la seule création, indépendamment de tout dépôt. Je n'ai pas besoin de me faire reconnaître un titre de propriété. Ces droits, ils existent dès l'instant de ma création. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile de pouvoir dater et retracer l'origine des personnes, éventuellement de la société, qui a créé cette structure de la base de données pour pouvoir justifier de ses droits, le cas échéant,
et en cas de conflit avec des tiers sur la propriété de ces droits. J'ai une question, excuse-moi, Oui, je bien vais sûr. intervenir. À quoi sert ce type de choses? Je dirais totalement. À quoi sert ce type de choses, sachant que la structure de la base de données, ça va être compliqué déjà pour des tiers de récupérer notre structure de base de données, mais surtout sachant que nous, on va avoir beaucoup de difficultés à pouvoir attaquer quelqu'un en considérant que sa structure de base de données est très proche de la nôtre. On accède là à des informations qui sont difficiles quand même à accéder. Donc je reformule pour Paris. À quoi ça sert ce droit-là, ce droit d'auteur, sachant que les tiers n'ont pas accès à ça le plus souvent. Ce qui rejoint un petit peu ta question tout à l'heure sur le savoir-faire, c'est un peu le même sujet là-dessus. J'aurais tendance à faire un petit peu la même réponse. D'abord, dans une logique d'asset, c'est quand même important de pouvoir se dire voilà quelles sont l'étendue de mes droits, de pouvoir à un moment donné les valoriser. Je parle de nouveau de levée de fonds et d'identification de ces actifs. Qu'à certains moments, on a besoin de les transmettre contractuellement, de les céder, de donner accès à sa structure de base, y compris d'ailleurs, hypothèse que je n'ai pas visée tout à l'heure sur le savoir-faire, mais c'est strictement la même chose, quand on a des projets de développement en commun. Je travaille pas mal sur des JV de gens qui ont des domaines d'activité complémentaires, avec quelqu'un qui a la donnée de base, quelqu'un qui a la connaissance métier et quelqu'un qui a l'outil logiciel. On a toutes les dimensions complexes qu'on peut imaginer. Donc, soit dans une JV, soit un consortium, peu importe. On a besoin de mettre tout ça en commun, ces connaissances en commun. Si dans les connaissances qui sont mobilisées, j'ai à la fois du savoir-faire et j'ai aussi la façon de structurer ma base et que je vais devoir donner accès aux autres pour pouvoir produire une nouvelle solution en commun, je vais partager ça. Donc j'ai besoin d'organiser ma propriété intellectuelle, à la fois initiale, dans mes connaissances initiales, connaissances propres, et dans mes résultats suivants, puisque cette structure de base peut-être va évoluer. Et j'ai vu dans des dossiers vraiment fondamentaux, des gens qui étaient partis d'une base initiale, qui le confient à un prestataire. Ce prestataire va en réalité faire évoluer la base de façon très significative, ajouter un nombre de champs très, très important, la complexifier, lui donner de très nombreuses autres dimensions, la subdiviser en plusieurs bases qui vont se parler entre elles. Et dans le contrat initial, on a juste écrit bon, on vous confie une base de données, vous nous restituerez la base de données augmentée à la fin de la relation contractuelle. Si je n'écris que ça, je suis un peu aveugle à la transformation de ces données, en particulier sous cette dimension de sa structuration. Donc plus je vais décrire ça, plus dans la vie de cette structure de base, mais ce sera vrai aussi pour le contenu de la base et ce sera vrai aussi pour le savoir-faire, plus j'ai besoin de le suivre et de l'écrire le plus parfaitement possible. Mais si le client n'accède pas à tous ces éléments d'infrastructure, à ces actifs sous-jacents, je n'ai pas tellement de problème, en dehors du reverse engineering ou de l'accès frauduleux de quelqu'un qui vient s'introduire dans mon système d'information et extraire de la donnée, c'est une hypothèse théorique, mais voilà, donc, ça sert quand même à avoir cette protection. Et alors, là, l'important, c'est que le droit d'auteur confère une capacité d'action qui est prévue par le Code de la propriété intellectuelle, qui est l'action en contrefaçon. Donc j'ai un niveau de protection qui est supérieur au savoir-faire, c'est-à-dire sous forme de parasitisme ou concurrence déloyale. L'action en contrefaçon, c'est on me reconnaît un titre, un droit de propriété, un monopole sur mes créations, et la contrefaçon, c'est y compris des agissements de nature pénale. Donc des moyens d'investigation, des capacités procédurales d'action qui sont plus puissantes. Il y a deux questions de Alexia qui nous suit à distance. La première, c'est quel type de document faut-il créer pour retracer l'origine du droit d'auteur? Et la deuxième, si pas de dépôt, comment savoir si on est bien protégé par rapport à un concurrent? D'accord. Donc, quel type de document
bon, là, on n'a pas forcément besoin de documenter directement la structuration de sa base. La structuration de sa base, elle ressort, j'allais dire, des éléments techniques d'analyse de la base. Alors, c'est vrai que le cas échéant, et c'est là que ça rejoint la difficulté quand il y a un concurrent, comment savoir si on est bien protégé par rapport à un concurrent. C'est vrai que souvent, c'est seulement après coup que la question se pose de savoir si notre façon de structurer techniquement la base est suffisante, qu'on est soumis à l'appréciation d'une juridiction, éventuellement d'un expert. Donc souvent, c'est seulement a posteriori qu'un expert va donner un avis pour savoir si la façon de disposer les éléments est suffisamment originale ou non. Mais alors, on peut là aussi documenter les choses pour expliquer pourquoi on a fait cette structuration de base, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais souvent ça ressort des données techniques de l'architecture de la base. Si on veut être vraiment sûr de savoir comment on est protégé, ben on peut le soumettre à un expert. Alors, nous, conseil juridique, on peut avoir un premier regard en fonction de l'explication pour pouvoir se dire au regard des critères légaux, est-ce qu'on est suffisant. Donc, en nous expliquant la façon dont les choses sont architecturées, le terme n'est pas très joli, mais la façon dont les bases sont structurées, on peut déjà donner un point de vue orienté en disant bah, vous devriez peut-être faire en sorte de bien faire apparaître cet élément-là pour la suite, ou essayer d'avoir des modes de structuration plus discriminants par rapport à ce qui se fait en général. Mais c'est également difficile par rapport à un concurrent de savoir comment le concurrent lui-même a fait l'architecture de sa base, puisque précisément, comme le disait Carole, en général, on n'y a pas accès, donc on ne le sait pas. Donc difficile en tout cas de pouvoir avoir des certitudes en la matière. Voilà pour la partie droit d'auteur. Le droit sui generis, qui est quelque chose d'un peu plus original, enfin un peu moins connu, c'est vraiment les informations qui sont contenues dans la base. Alors évidemment, ça présente un intérêt d'avoir une protection sur les informations contenues pour éviter que quelqu'un procède à une extraction et utilise indûment ces données indépendamment de la façon dont on a organisé sa base elle-même. Et donc, à ce titre-là, il existe un vrai droit de propriété intellectuelle qui est ce droit sui generis. La difficulté essentielle, c'est qu'il y a une condition qui est posée par le texte, qui est la notion d'investissement substantiel. Alors, ce droit sur le contenu de la base de données est attribué à son producteur, celui qui a financé ces investissements. Si je n'arrive pas à justifier d'investissement substantiel, je ne pourrai pas revendiquer un droit sur mes bases de données. Donc je reviendrai sur, au fond, mon droit commun sur l'atteinte au secret des affaires que j'ai exposé tout à l'heure, c'est-à-dire avant d'avoir de la donnée qui soit structurée dans une base, si j'ai des informations dont je suis le seul tuteur, dont je vais organiser la sécurité de quelqu'un vient et qu'elles ont une valeur et se les approprie, je pourrais agir au titre du secret des affaires. Je ne serai pas totalement démuni. Mais si je veux avoir une propriété plus cristallisée, plus réelle, protégée par le code de la propriété intellectuelle, il faut que je démontre que le contenu de ma base de données est le fruit d'investissements substantiels. La difficulté, c'est que la jurisprudence interprète l'étendue des investissements de façon assez restrictive. En particulier en ce qu'il exclut les investissements au stade de la production des données. Donc si on revient à mon petit schéma initial, cet aspect-là où moi-même j'ai produit mes propres données par mon activité sous une forme ou sous une autre, je ne vais pas pouvoir le comptabiliser dans mes investissements que je vais présenter au juge en disant bah, ça fait partie des investissements, ils sont suffisamment importants pour que j'ai une base de données.
Ryanair, par exemple, en a fait l'amère expérience devant les tribunaux, en disant que ces données je crois que c'était des données de prix de ces vols, constituaient une base de données et que pour justifier d'investissement substantiel, il avait fallu générer toutes ces données prix. Et le juge a dit, non mais ça c'est la production des données, je ne peux pas prendre ça en compte dans les investissements substantiels. Les investissements substantiels, c'est uniquement les coûts de collecte, de constitution et de vérification des données, mais pas la production des données, une marge de manœuvre pour caractériser ces investissements. Et précisément, c'est notamment l'aspect data factory ou data management, comme vous voulez, d'abord collecte de ces données. Donc, quand j'ai des coûts d'acquisition de ces données auprès de partenaires que j'ai dû les acquérir, soit directement, soit par des partenariats, en consentant moi-même des droits équivalents, ça c'est déjà un investissement. Quand j'ai dû développer par exemple des robots pour aller scraper de la donnée, ça c'est des investissements. Et éventuellement des investissements de matériel, des investissements pour paramétrer ces robots, pour collecter au sens pur la donnée. Voilà, donc là j'ai déjà des investissements. Et puis ensuite, quand cette donnée je la retraite, que je la nettoie pour enlever des valeurs qui ne sont pas appropriées en fonction de ma connaissance métier, quand je fiabilise ma donnée en la croisant avec d'autres données, quand je l'enrichis avec d'autres données ou des connaissances propres, là on a de vrais investissements. Et il faut pouvoir tout comptabiliser. C'est vraiment l'investissement financier, matériel, humain, donc du jour 1. Donc le développement d'interfaces qui va permettre la saisie d'une manière ou d'une autre des données rentre dans le plus des investissements. Oui. Sous réserve de l'appréciation que feront pour l'avenir des tribunaux, mais là on est vraiment dans la collecte de données. Alors, la vraie préconisation, le vrai conseil à avoir, et dans une logique d'asset, parce que là c'est un vrai asset, droit de propriété intellectuelle, c'est d'avoir une comptabilité suffisamment analytique ou un mode de comptabilisation qui permette très facilement de faire apparaître tout ça. Sans se projeter dans la dimension le jour où je serai devant le juge. On n'a pas besoin de se dire forcément ça. Mais oui, le cas échéant, et je peux vous dire que quand on commence à dire aux gens est-ce que vous pouvez me donner tous les investissements qui ont été faits pour ça, c'est très très compliqué. Sachant qu'ensuite, quand on va vouloir l'officialiser ou l'utiliser dans un environnement juridique, peut-être qu'on va avoir besoin d'un commissaire aux comptes à qui on va, ou un expert comptable à qui on va demander d'attester de ces informations comptables. Donc, plus on les aura individualisées, plus on les aura comptabilisées d'une telle façon qu'on les retrouve facilement dans une même enveloppe, et plus ce sera facile à faire authentifier par un commissaire aux comptes. Quand vous avez ensuite une opération d'apport, parce que dans la transformation de votre société, vous voulez apporter vos actifs à une autre structure, une JV ou une nouvelle entité. Si vous avez besoin d'un commissaire aux apports pour pouvoir valoriser tout ça, et que vous lui dites « j'ai constitué une base de données », c'est quand même extrêmement important pour qu'il identifie les coûts de constitution de cette base, qu'il évalue s'il y a des vrais investissements substantiels, d'avoir très facilement cette identification comptable de ces investissements. Et trop souvent, les entreprises ignorent, parce qu'elles ne connaissent pas ce système de combinaison droit d'auteur, droit sui generis, éventuellement savoir-faire, n'ont pas suffisamment ces réflexes de documentation et ces réflexes comptables pour pouvoir identifier. Or, c'est ça qui va être le substrat des assets. On n'a pas que l'analyse juridique, au fond l'analyse juridique va nous guider dans une stratégie globale, mais ça va nous permettre de caractériser des assets à un moment donné. Et puis dernier aspect, même si au fond là j'ai fait toute la
la description de l'aspect essentiel d'un projet de Big Data. Alors, on a les autres actifs qui sont liés au logiciel qui vont permettre d'interroger ces bases, d'extraire la donnée, de la valoriser, bref, toute la dimension de business intelligence pour la restituer ensuite éventuellement via un IHM. Bon, ça, c'est potentiellement les deux faces de la même logique. Là, c'est la dimension logicielle, donc on va revenir sur quelque chose de plus classique que vous connaissez peut-être mieux. Sur le droit des logiciels. Logiciel, c'est droit d'auteur. Donc, de la même façon que sur la structure de la base de données, on n'a pas besoin de déposer à l'INPI, comme on le ferait pour une marque, un brevet ou des 5 modèles. C'est une protection qui existe dans la propriété intellectuelle, qui donne une action en contrefaçon et qui donne un vrai droit réel sur l'objet de la protection. Alors, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que le droit des logiciels, le droit d'auteur, ne protège pas l'idée générale. Et on pense souvent, on se concentre sur les fonctionnalités, en se disant « Ah, j'ai des fonctionnalités qui sont innovantes, ça fait un truc nouveau par rapport à ce que font d'autres logiciels sur le marché. » Il n'y a pas de brevetabilité des logiciels chez nous. Et donc, il ne faut pas raisonner de cette façon-là par ce que ça apporte en termes de fonctionnalité. Le droit d'auteur ne protège que la forme. La forme. Et cette forme, c'est à la fois la documentation préparatoire et le code source. Alors c'est vrai qu'en réalité, la documentation préparatoire, c'est-à-dire les spécifications techniques et fonctionnelles, c'est quand même très orienté sur les fonctionnalités, donc la dimension conceptuelle du logiciel. Sauf que ce qui va être protégé, ça n'est pas cette idée-là, c'est la façon dont on la retranscrit formellement dans la documentation préparatoire. Et surtout, la façon dont ensuite ça va se traduire en termes de code source et de code objet, enfin, surtout de code source. Mais en tout cas, on ne protège pas les concepts, les idées, les algorithmes, les fonctionnalités, et tout ça, si vous avez bien suivi mon propos. Et la condition de protection au titre des droits d'auteur, c'est une originalité de cette création. Et là encore, on est dans un mouvement jurisprudentiel qui est, malheureusement, me semble-t-il, trop flou, pas suffisamment sécurisant, pas suffisamment adapté à l'univers numérique, parce que c'est du droit d'auteur qui, bien qu'étant un petit peu adapté, vient de la propriété littéraire et artistique, qui s'intéresse donc à la forme, au style des auteurs littéraires, et on a quelque chose qui... On a parfois l'impression de juridictions qui sont un peu loin de l'univers réel et de ce qu'il y a à protéger très, très concrètement. Et je vous ai résumé là à peu près ce que dit la jurisprudence de la Cour de cassation, je ne vais pas rentrer dans une dimension trop juridique, mais elle dit que l'originalité, c'est les choix opérés par le concepteur qui témoignent d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé, excédant la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et se traduisant par une structure individualisée. C'est quand même hyper théorique. Ce qu'il faut retenir, c'est au fond assez proche de l'idée de la structure de la base de données. Sur le droit d'auteur déjà, c'est quand même cohérent, on a 2 droits d'auteur, c'est l'originalité, c'est ce qui n'est pas dicté directement par la fonction normale des choses, ce qui n'était pas évident. À partir du moment où telle idée dictait telle façon de faire, il y a des choix qui ont été faits sur la façon de mettre en œuvre et de traduire ça en termes de code source en particulier. Alors, là non plus, c'est comment être sûr qu'on est bien protégé ou pas. Si on veut vraiment faire expertiser sa dimension logicielle pour savoir si on est protégé par le droit d'auteur, il n'y a quasiment qu'une dimension expertale, de solliciter un expert qui va donner un point de vue là-dessus. En tout cas, le conseil qu'on peut donner, c'est que les juridictions reconnaissent quand même les créations.
c'est d'essayer de montrer notamment dans sa documentation autour du logiciel, pas forcément la documentation préparatoire, pas que la documentation préparatoire, mais aussi la documentation d'utilisation de son logiciel, d'essayer d'exprimer en quoi les choix qui ont été faits au plan formel et qui se traduisent dans le code source. Alors là, on est quand même très proche des développeurs, hein, donc c'est vraiment les développeurs eux-mêmes qui doivent faire ce travail-là, d'expliquer en quoi il y a un arbitraire, en quoi il y a des choix qui sont propres, qui sont personnels et qui n'étaient pas évidents pour les développeurs. Et on sait que la dimension de documentation est quand même très importante dans les livrables. Donc dans les contrats, quand on fait appel à des développeurs qui sont extérieurs, dans les contrats, c'est aussi assez important de s'attacher dans les livrables à la documentation qui est associée. Bon, là, je reste quand même très principal de mon optique. Hein, je m'étais plus centré sur la donnée, on peut en parler très longtemps. Le but était plus de l'inclure dans un environnement global, dans une sorte d'écosystème juridique et technique, pour vous montrer qu'au fond, il y a une stratification de différents droits qui sont impliqués et que je voulais pouvoir vous décrire. Après, je pense que l'échange peut... Ce droit-là se cède. Par exemple, Oui. Casune, c'est un prestataire qui développe, après je réinternalise. Je veux récupérer des droits. Ça, je le fais par contrat. Bien sûr, se cède. Hein, à partir du moment où c'est un droit de propriété intellectuelle, c'est pour le coup un droit réel, un droit sur la chose qui est la création formelle. Donc là, on a quelque chose de bien identifié, reconnu donc par le code de la propriété intellectuelle, donc se cède. Ce à quoi il faut faire attention dans la session en particulier, quand je fais appel à un prestataire, d'abord, si je n'écris rien, ça veut dire que je n'ai pas acquis les droits de propriété intellectuelle. Donc, si je fais travailler quelqu'un, je le fais développer un logiciel, mais que je n'ai pas écrit qu'il me cédait ses droits, je ne suis pas propriétaire des droits. Donc, on a des gens qui parfois se retrouvent des choses tout bêtes. Pour développer un site internet, vous avez du code source, il n'y a pas de cession des droits. Et ben, il y a eu plusieurs décisions assez récentes de gens qui se sont retrouvés n'étant pas propriétaires de leur propre site internet. C'est quand même gênant. Donc, vous mettez ça à l'échelle d'une création qui est un peu plus complexe techniquement, il faut bien prévoir l'étendue des droits. L'une des difficultés, enfin un point de vigilance, c'est que l'étendue de la cession des droits ne se présume pas et qu'il faut bien écrire l'étendue des droits qui sont cédés. L'étendue géographique, la durée de ces droits, est-ce que je les acquiers de façon temporaire, est-ce que c'est une licence temporaire ou est-ce que c'est une licence qu'on appelle improprement perpétuelle, en tout cas pour un long terme, c'est-à-dire pour la durée de protection de ces droits sont protégés pendant 70 ans après le décès de l'auteur, hein, c'est comme la propriété littéraire artistique, donc c'est quasiment perpétuel à l'échelle d'une œuvre technologique. Et il faut bien indiquer que l'on cède, selon les cas, hein, mais les droits d'utilisation, d'exploitation, d'adaptation, de correction, bref, tous les droits qui permettent d'intégrer le logiciel à un environnement, de le transformer et de faire, le cas échéant, la tierce maintenance applicative si on l'a fait soi-même, si on l'a confié à un tiers, etc. Donc de bien définir quels sont les droits des uns et des autres. Donc on a des dimensions dans la nature des prérogatives qui sont accordées aux titulaires de ces droits qu'il faut pouvoir décliner et expliquer dans les contrats. On est d'accord que dans un cadre de développement en interne, ce qui est, parce que normalement le droit d'auteur est attaché à une personne, et non pas une personne morale, une personne physique, mais du coup les salariés qui développent, et typiquement nous on a le cas, comment ça se passe par rapport à ça? Il me semble que c'est couvert par le contrat de salarié. C'est un autre point de vigilance fondamental, c'est de veiller dans les contrats de travail que les droits d'auteur sur les créations logicielles soient bien attribués à l'employeur. Donc, voilà, là il y a un vrai point de vigilance. Alors, on n'est pas toujours démuni quand on n'a pas prévu ça. Parce qu'on a l'œuvre d'une seule personne, mais souvent, c'est des œuvres qui sont le fruit de toute une équipe. Quand on a une œuvre, équipe et qui est dirigée par l'entreprise et que les membres de l'équipe travaillent sous la direction de l'entreprise, enfin en tout cas d'un directeur de projet rattaché à l'entreprise,
on va pouvoir caractériser ce qu'on appelle une œuvre collective. L'œuvre collective, elle est attribuée à celui qui en donne les directives. Donc là, ça permet de se rattraper si, pour autant que ça corresponde réellement à ce qu'on appelle une œuvre collective. On a aussi un autre type d'œuvre qu'on appelle une œuvre de collaboration, où là, plusieurs parties ont fait chacun un morceau qui est bien individualisé. Et là, le principe, c'est que chacun est par principe propriétaire de sa création. Donc, on a besoin, le cas échéant, de coordonner les créations des uns et des autres. Et donc, à l'intérieur d'une entreprise, tu as raison, il faut être très vigilant sur contrat de travail et éventuellement laisser une traçabilité pour montrer que c'est bien une œuvre collective, le cas échéant. J'ai un exemple d'une société qui a acquis un logiciel, qui a acquis une société, pardon, qui avait pour actif principal, quasi essentiel, un logiciel. Cette personne est restée dans la société pour finaliser le développement de cette solution logicielle. La société était propriétaire du logiciel, mais il y a eu de nouvelles créations liées au développement, à la finalisation de ce logiciel. Et il n'y avait pas de clause de cession des droits sur la finalisation du logiciel. Évidemment, conflit sur les clauses d'earn-out, enfin les compléments de prix qui étaient prévus. Bref, les gens se chamaillent. Et donc, à ce moment-là, il vient de mauvaise foi, mais enfin, après, c'est bonne guerre, dans la guerre judiciaire. Il dit, ah, mais au fait, c'est de la contrefaçon, parce que la finalisation du logiciel repose sur des créations qui sont les miennes. Donc, vous ne pouvez pas exploiter le logiciel, ou en tout cas, vous devez me payer, etc. Et donc là, il y a un instrument de blocage. L'une des réactions, c'est de dire, au-delà de dire, est-ce qu'il a des vrais droits de propriété intellectuelle sur la finalisation, est-ce que ça présente en soi une originalité suffisante, c'est d'essayer de dire, ça s'est inscrit dans une œuvre de collaboration avec les développeurs du reste de l'équipe dans laquelle il s'est intégré, et ça n'est pas quelque chose d'autonome, une œuvre. Donc, plus on va laisser des directives sur le cadre du projet, plus ça nous permettra de caractériser une œuvre collective. Une question de Alexia qui demande, doit-il avoir un dépôt pour bénéficier du droit sui generis? Droit sui generis, non, pas de dépôt, comme tous les droits d'auteur, pas de dépôt obligatoire. Si on veut organiser un dépôt sous une autre forme, c'est simplement pour acquérir une date certaine à sa création. Donc on a des huissiers, ça peut être notaire, c'est plus rare. Alors c'est moins, je ne sais pas si ça se fait pour le droit sui generis, il n'y a pas de raison, mais pour les droits d'auteur, l'Agence de protection des programmes, l'APP, permet des dépôts avec différentes formes, dépôts avec une vérification ou pas par les gens de l'APP, dépôts avec des droits d'accès potentiels de tiers où on définit qui pourra accéder, le cas échéant, à un code source, en particulier souvent, quand on travaille avec un client, le client demande à ce que les sources du code soient déposées à l'APP et qu'elle puisse accéder à ce code source en cas de défaillance de l'entreprise. Donc on a ces conventions d'accès au code source limitées à des cas précis. Mais globalement, ça ne se dépose pas de nécessité de dépôt. Une autre question, tu dis, et je comprends, qu'il faut laisser des traces des directives pour justement aller dans le sens de l'argumentation de l'œuvre collective. La réalité, c'est quand on est dans une équipe de 5, il y a beaucoup de choses qui se font à l'oral. Est-ce que cela veut dire qu'il faut, est-ce que par exemple le simple fait qu'il y ait dans l'agenda des réunions de suivi de projet, des choses comme ça suffit? Ou est-ce qu'il faut qu'on se mette à écrire davantage? Voilà, est-ce que tu as des conseils? C'est déjà des indices, des éléments qui vont s'apprécier au cas par cas. Mais déjà ça, c'est déjà pas si mal. La difficulté souvent, c'est de pouvoir réaccéder à une information qui n'a pas été elle-même structurée. Donc de se dire, on est en train de concevoir du matériel logiciel qui va acquérir, le logiciel ou pas d'ailleurs, qui peut acquérir une certaine valeur, on veut se ménager la preuve de dans quel cadre ça a été fait, par quoi, comment. Donc, au moins mettre dans un fichier ces éléments d'agenda, mais ça peut être des emails,
qui vont décrire de la part du chef de projet ou du directeur de projet, enfin l'équipe d'encadrement. Si on est dans de la méthode agile, je ne sais pas, ça peut être le product owner ou le Scrum Master, enfin, voilà, de conserver une traçabilité de tout ça. Et donc même les cartes, par exemple, les supports de développement, on utilise un système Trello avec des cartes, sur lesquelles font apparaître les différents membres qui sont concernés par la tâche, dans lequel on voit qu'il y a la direction, ça va dans ce sens-là. Oui, absolument. Au fond, c'est des faisceaux d'indices de tous les éléments qui vont être utiles. Donc il n'y a pas de règle absolue. Après, si on veut réécrire à un moment donné, on fait en sorte de reprendre un document Word qui va synthétiser, récapituler les conditions du truc. Peut-être qu'il y a un document en amont. Alors c'est vrai qu'on écrit moins quand c'est en interne, et qu'on écrit davantage quand on est avec des partenaires. Mais donc au fond en interne, il faut faire ce petit effort sans être dans la paranoïa absolue, mais le simple fait d'avoir à l'esprit ces logiques-là, souvent appelle quelques réflexions supplémentaires. Autre question, tu parlais de levée de fonds, ça nous parle aussi. Comment est-ce qu'on peut faire pour évaluer ces différents assets? Parce que du coup, tu nous en as parlé de pas mal. Pareil, est-ce que tu as des conseils et des boîtes à outils? Alors, quand on a besoin d'évaluer, souvent, soit les investisseurs, soit les règles légales, notamment quand c'est sous forme d'apport à une structure nouvelle, les tiers experts, en particulier type commissaire aux apports. Et je dois dire, je pense à un rapport en particulier, j'ai lu il y a quelques jours, que ça tient parfois de la martingale ou de méthodes qui, sous une approche pseudo-scientifique, donnent des valeurs qui sont quand même du grand n'importe quoi. Et qu'on est très souvent guidé par ce vers quoi on veut arriver et comment on fait pour expliquer qu'on va arriver à ça. Bon. Les méthodes simples, c'est le coût de constitution de l'actif. Donc là, à retracer quels sont les investissements, moyens financiers, matériels, humains, et d'essayer d'avoir une comptabilité en jour homme pour éviter de la reconstituer après. Donc, valeur de constitution, au fond, c'est quand même la plus objective. La plus objective, mais elle ne révèle pas la valeur réelle. Alors, je ne vais plus passer un temps infini à constituer un truc. Si c'est une, pardon de la trivialité, une daube absolue, ça ne vaudra rien. Donc, la valeur, c'est quand même la valeur que les gens sont prêts à payer pour pouvoir accéder à cette création. D'où la deuxième méthode, c'est la valeur marché. La valeur marché, encore faut-il avoir des références. Est-ce que j'ai commercialisé mon produit sous une forme ou sous une autre? Est-ce que j'ai concédé des licences? Est-ce que ces licences, elles ont été concédées à des gens qui sont des vrais tiers? Ou est-ce que c'est des gens qui me sont proches? Est-ce que c'est des filiales? Est-ce que c'est des... Voilà. Donc, il faut des éléments. Donc, les tout premiers deals que l'on fait, ils sont de ce point de vue-là, ils vont mécaniquement, d'une certaine façon, donner une valeur pour lesquelles, alors je ne suis pas un expert financier permettant de recalculer ça, mais on arrive à recalculer à partir d'une valeur licence, une valeur de l'actif lui-même. Mais encore faut-il avoir des valeurs de référence, et puis généralement, dans les tout premiers deals, il n'y a pas beaucoup de monétisation financière, surtout si on est avec des partenaires qui ont une grosse taille. Voilà, on essaye de, si on est au-delà du POC, déjà d'avoir un premier deal. Mais, deuxième élément de valorisation. Troisième méthode, enfin, et après on a une pluralité de méthodes un peu plus expertes, sont des méthodes que vont utiliser le venture capital, qui vont s'attacher davantage au business plan et regarder qu'est-ce que dégage le business plan. Donc, avant d'être allé vraiment sur le marché, ou si on a commencé à y être, on déroule tout notre business plan et
qu'est-ce que ça dégage comme cash flow actualisé en fonction du niveau de risque, en fonction de à quelle série on estime que correspond notre startup ou notre, ça a aussi ses limites, parce que la construction d'un business plan, c'est toujours facile de mettre des chiffres. Encore faut-il derrière avoir un business plan crédible. Et on a souvent des aléas qui sont extrêmement importants. Bon, mais au fond, la combinaison de ces différentes méthodes permettent à un moment donné d'appréhender, de faire des bons. Alors après, on peut mettre des pondérations dans tous les sens. C'est pour ça que je parle de martingale, parce qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. Mais voilà, en combinant ça et en mettant aussi de la conviction derrière et en faisant pas abstraction, en se cachant pas derrière les chiffres, on arrive plus ou moins à donner de la valeur. Mais c'est pas simple. Hein. Quand même, l'élément fondamental de la valeur, c'est ce que les gens ont bien envie d'y voir. Hein. C'est la dimension de goodwill. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Paris? Question en termes légaux, quand on va parler de France, maintenant on est avec le RGPD en Europe, il y a de plus modules qui sont avec potentiellement des clients, des partenaires européens, voire internationaux. En quoi c'est différent, justement, le droit français par rapport au droit européen? Chaque pays est un peu différent, mais justement sur ces parties d'attache. Oh, vaste question. Effectivement, du point de vue du RGPD, même si les États membres avaient quelques latitudes, l'avantage du RGPD, sur la dimension plus défensive, protection des données, c'est qu'il y a une vraie harmonisation très forte. On va au-delà de la directive, donc il y a une vraie homogénéité. En gros, on peut considérer, même s'il y aura sans doute des interprétations qui sont différentes entre les autorités nationales, les cultures qui sont différentes. Là, on a une vraie harmonisation. Du point de vue des droits de propriété intellectuelle, on a aussi quand même de la réglementation européenne qui harmonise les choses. Donc, c'est pas tout à fait identique d'un pays à l'autre. Et je serais bien incapable, parce qu'il faut rester quand même très modeste, de vous donner une overview de ce qui se passe dans les différents pays européens, mais on a quand même une culture de la pays qui est quand même relativement homogène. Si on passe de l'autre côté de l'Atlantique, je serais encore plus modeste, mais on a des différences culturelles qui sont plus marquées. Les logiques de copyright sont quand même bien différentes. Donc c'est beaucoup plus difficile à appréhender, et quand on a des projets avec des partenaires US, quand on se pose ces sujets-là, si les actifs sont soumis au droit US, il faut forcément consulter des conseils US. Donc, je ne vais pas trop me lancer dans un exposé du droit US. Non, c'est pas le but, c'était de savoir un petit peu justement rapidement ce que vous aviez dit sur la partie, par exemple, sur le scrapping, c'était faire attention aux US, oui. Et sur la partie Data Factory, justement, est-ce que après sur la partie database par rapport aux différents supports qu'on utilise, est-ce que c'est la même chose, ou est-ce qu'il faut faire attention sur certaines choses comme vous l'avez fait par exemple sur scrapping? Non, j'ai pas vraiment d'éléments de réponse là-dessus. Je connais pas suffisamment en droit US pour. Non, mais européen maintenant. C'est européen, vous me dites, c'est quasiment la même chose. Ouais. Oui, européen, il y a une vraie homogénéité parce que il y a des textes européens là-dessus. Donc, l'Europe, on peut considérer que c'est un espace économique suffisamment. Après, il peut y avoir des divergences. Prenez un critère comme l'investissement substantiel ou des critères comme l'originalité, c'est très dépendant de la façon dont la Cour de justice de l'Union européenne va venir apporter de l'harmonisation, mais le temps qu'elle apporte cette harmonisation, le niveau d'abstraction sur lequel elle apporte cette harmonisation, prend souvent du temps. Mais ce que je vous ai déroulé là, cette logique, vous pouvez, parce qu'elle est suffisamment macro, vous pouvez la dérouler dans un contexte européen. Est-ce que globalement, ce que je vous ai présenté là aujourd'hui vous apporte quelque chose? Est-ce que vous avez eu l'impression de découvrir un peu des choses?
voilà ce sur quoi, peut-être pour conclure, je voulais insister, c'est le fait qu'on n'a pas un droit unique de la donnée et qu'on a une combinaison de types de droits et que notamment ce à quoi il faut s'attacher, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs autour des outils qui font vivre la donnée, que ce soit du logiciel ou que ce soit du savoir-faire. Et que, en particulier, pour la dimension savoir-faire, comme c'est un droit un petit peu filandreux, il faut réussir à le documenter, pour le caractériser, et à écrire contractuellement pour définir les droits, parce que c'est seulement à travers le contrat, à travers la confidentialité, à travers l'exclusivité ou l'étendue des droits d'usage, à travers ces périmètres d'usage, que l'on arrive à organiser une vraie sécurité, et que si on ne le fait pas, et ben, au fond, on ouvre, parce que si je n'ai pas limité le droit d'usage de quelqu'un, et ben, par défaut, il va pouvoir le divulguer, et au fond, s'approprier, ça va diluer, banaliser un savoir-faire qui est peut-être plus pérenne que la donnée elle-même. Voilà à peu près. S'il y a d'autres sujets, je n'ai pas suivi l'heure parce que j'ai... en avance. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, peut-être même un peu périphériques, par rapport à vos attentes? Parce que c'est vrai que je me suis pas mal concentré sur la donnée, mais si on a élargi un petit peu sur le logiciel. Est-ce qu'il y a d'autres aspects dans les créations numériques sur lesquelles vous vouliez... Voilà. Nous, il y a une chose, c'est qu'on a un dispositif physique qui est intrinsèquement lié à la collecte, au traitement et à la restitution des données. Donc la donnée, en fait, est notre matière première, comme la plupart des sociétés, mais par contre, on a vraiment un dispositif physique sur lequel s'appuyer. Donc, on a pu breveter ces procédés et par là, protéger d'une certaine manière le process, justement l'ensemble de la chaîne. Oui. Malgré ça, je vois aujourd'hui qu'effectivement, sur tout ce qui était purement algorithme, base de données pareille et même la donnée elle-même, puisqu'on va avoir des données de praticiens notamment, donc des pratiques, et ça c'est totalement nouveau, on va avoir un travail à faire. Pour l'instant, là, ce que je vois pas, parce que ça reste très très frais, donc il va falloir le temps que ça mature aussi, et puis qu'on mûrisse aussi sur ce sujet, et qu'on commence à avoir réellement des données qui ne soient pas seulement les nôtres. Donc ça va être dans les mois à venir. Mais ça va être, ce que je ne vois pas encore forcément, c'est exactement ce qu'il va falloir que je fasse. Alors j'imagine qu'à chaque fois que je vais devoir contractualiser, que ce soit avec des clients ou que ce soit avec des praticiens qui vont utiliser le système, il va falloir qu'on a... Le deuxième enseignement que je retiens, c'est essayer de documenter. J'ai bien essayé parce que sur la base, on sait ce qu'il faut faire. La problématique, c'est qu'on est toujours le nez dans le guidon et que documenter, on dit oui, il faudrait que, mais... Donc voilà les deux choses que je retiens, pour lesquelles c'est pas encore totalement clair encore, parce que c'est frais. Bon, documenter, on a des phases où la question devient plus prégnante parce qu'on va avoir besoin de caractériser mieux les choses, ou qu'on arrive au bout d'une phase et on peut se dire, faisons une revue de projet, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a déjà disponible, qu'est-ce qu'on s'est dit et qu'on a besoin d'écrire. C'est sûr qu'au quotidien, on ne pense pas forcément à ça, mais c'est une culture qu'on acquiert au fur et à mesure. Dans ce que tu décris là, on a aussi la dimension de comment s'établit un continuum entre les différents droits, en particulier en ayant un droit très solide, enfin potentiellement très solide, parce que les brevets, on sait qu'il y a près d'un brevet sur deux qui est déposé, qui est nul. Après, on a la stratégie, on dépose pas, on reste dans le secret ou pas, et donc si on reste dans le secret, on reste sur le savoir-faire, au fond, on dépose pas. C'est vrai que le brevet crée une forme de halo qui, autour de ça, permet de... Et généralement, quand on a un brevet, on a du savoir-faire autour qui lui-même n'est pas brevetable, mais qui, dans sa combinaison avec le brevet, caractérise la vraie valeur. Voilà, il faut pouvoir créer ce vrai continuum, et ne pas le laisser un moment se diluer en ne faisant pas des efforts contractuels sur la façon d'écrire les autres bouts de propriété qui sont à côté.
Mais c'est quand même un très large avantage d'avoir l'aspect brevet. Est-ce que ça permet justement d'avoir un dispositif de collecte de la donnée, de traitement aussi, breveté? Est-ce que ça permet de faciliter l'argumentation et la démonstration que la donnée elle-même est originale? Puisque si le dispositif de collecte ou de traitement n'existait pas, ça veut dire qu'on est en train de créer quelque chose, une donnée, une information, une connaissance qui n'existait pas auparavant. Est-ce que ça vient alimenter l'argumentaire? Alors, ça n'est pas la donnée elle-même qui doit être originale pour être protégée. La donnée, elle est protégée au titre c'est pas la donnée du secret des affaires par le seul fait qu'elle ait une valeur économique. Donnée brute, individuelle. Ce qui suppose une originalité, c'est le contenu de la base de données, donc la somme d'informations individuelles telle qu'elle a été compilée. Mais au fond, est-ce que la protection du dispositif de collecte va être de nature à caractériser l'originalité des données qui en sont issues? À mon avis, non, pas nécessairement, parce que là, c'est vraiment la façon dont est organisée, structurée la base de données elle-même au titre du droit d'auteur sur l'architecture de la base de données. Donc, c'est une application directe. J'ai un cas précis, on va mettre à disposition auprès d'un client dans le cadre d'un partenariat, en fait, notre outil software. Donc, le client va pouvoir potentiellement nous demander de réajuster pour vraiment répondre à ses besoins. La question, c'est à qui la propriété ou à qui le savoir-faire? Oui, sur le software. Alors, ces développements... Il y a du firmware, donc sur un produit physique, oui. L'amélioration de la réponse ou des choses comme ça. Oui. Mais il y a aussi, surtout sur la partie software... Dès lors que vous ne cédez pas vos droits et que c'est vous qui réalisez les améliorations du logiciel, ces droits vont être les vôtres. Là, il n'y a aucune discussion possible. Même si c'est eux qui nous disent sur leur analyse ou sur leur connaissance. Oui. Alors, oui, phénomène très classique, c'est-à-dire que vous avez le client qui établit un cahier des charges plus ou moins développé, qui va plus ou moins dans le détail des fonctionnalités, et c'est vous qui développez à partir de ça. Dans la mesure où le droit d'auteur s'attache à la forme, c'est-à-dire au code source qui est la résultante du développement, c'est vous qui allez être propriétaire de ça. Lui, il sera potentiellement propriétaire du droit d'auteur sur la façon dont il a rédigé ses fonctionnalités. Il sera potentiellement, non pas propriétaire parce que le terme est impropre, mais il aura un savoir-faire sur sa façon d'avoir conçu ses fonctionnalités, d'avoir conceptualisé ça. Peut-être que c'est un savoir-faire, mais le dur du droit d'auteur sur le software, ce sera le vôtre, sauf si dans le contrat de cession, dans le contrat, il est prévu une cession des droits. Ce qui est toujours la difficulté quand on a des développements spécifiques qui sont faits, on met par exemple à disposition une plateforme et qu'on a des développements spécifiques, ou qu'on a un logiciel avec du standard et une intégration dans un système d'information, de dissocier la propriété du standard de la propriété des développements spécifiques. Après, on peut mettre une propriété avec des licences croisées pour permettre à l'un ou à l'autre de réutiliser. Donc le tout, c'est de pouvoir se dire nativement qui est propriétaire de quoi, en fonction de sa création, en fonction des critères que j'ai identifiés là, et ensuite quelle est l'allocation de cette propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être propriétaire. Si quelqu'un vous concède une licence exclusive sur votre périmètre d'activité pendant l'étendue de la durée des droits, ça veut dire qu'en pratique, vous êtes quasiment copropriétaire. Si vous concède tous les droits d'adaptation, de reproduction, d'exploitation, de modification, de correction, etc., vous êtes quasiment copropriétaire. On dit qu'on a fait à peu près le tour. Alors, on n'épuise pas le sujet dans son. Voilà, le but c'était d'essayer de donner une première image. Voilà, je reste bien sûr joignable si nécessaire, enfin ceux que je ne connais pas et ceux que je connais aussi. Voilà,
répondrai dans la mesure de mes possibilités s'il y a des choses qu'on a oublié d'aborder aujourd'hui avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci.